Mesdames et messieurs, les conseillères et les conseillers, si vous pouviez prendre place. Vous êtes au courant, c'est Alex qui présente le rapport de Rosette, hein? Oui. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, allô, allô, merci de votre attention. Il est 18h02 et nous allons donc commencer ce conseil d'arrondissement du 2 novembre 2022. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs qui assistez à ce conseil d'arrondissement dans la salle du conseil d'arrondissement, bienvenue. Et puis, comme d'habitude, mesdames et messieurs qui nous regardez sur Facebook et YouTube, merci de nous suivre. J'en profite pour rappeler que le conseil d'arrondissement est public, ouvert à chacune et chacun qui souhaite y assister dans cette salle qui est la mairie de Bagatelle. Et c'est important pour moi de voir du public, de commencer à identifier quelques habitués. Il y en a quelques-uns, effectivement. Cela témoigne de votre intérêt quant à la vie institutionnelle de notre secteur. Je vous en remercie et vous êtes les bienvenus. Nous allons commencer par l'appel nominal par le Benjamin de notre Assemblée, présent ce jour, Monsieur Ludovic Pernet. Je vous remercie et je vous demande de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Abour Micheline. Amsalem Marie-Hélène. Benaroche Pierre. Présent. Berland Yvon. Bonafou Jean-Marc. Brambilla Véronique. Canicave Joël. Casanova Gavino Daniel. Secaldi Pierre. Collard Frédéric. D'Agostino Alexandra. Delage Pauline. Denia Salon Rosette. El Rarbaï Didier. Ferrero Lee. Fortin Olivia. Hugon Christophe. Inchapa Lucas. Jouve Cédric. Juste Christine. Locine Isabelle. Lemery Pierre. Luçon Baptiste. Maranda Bernard. Masson Juliette. Meillac Anne. Ménétrier Olivier. Méric Éric. Méry Xavier. Michaud Marie. Moraine Yves. Mounienne Lourdes. Perenchio Elliott. Pernet Ludovic. Pila Catherine. Preciosi Nora. Richard Donna. Roque Sophie. Rupnik Alexandre. Simonetti Christelle. Tessier Nathalie. Vassal Martine. Venton Elisabeth. Vincent Cyprien et Zouagui Serena. Je vous remercie. Monsieur Pernet, je vous remercie. Le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer. Nous allons maintenant passer à l'approbation du procès-verbal du 27 septembre qui vous a été transmis. Y a-t-il des observations, des commentaires? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PV du conseil d'arrondissement du 27 septembre est adopté. Et nous allons donc maintenant pouvoir passer à l'examen de l'ordre du jour de notre conseil. Ce conseil de novembre, c'est toujours la présentation du budget de la mairie de secteur. C'est un moment clé durant lequel nous veillons à présenter de la façon la plus transparente et compréhensible possible pour les habitants la répartition des dépenses pour l'année à venir. C'est l'exercice auquel nous nous conformons année après année, comme nos prédécesseurs. Et pour ma part, depuis 2020, je m'attache à ce que la pédagogie soit au rendez-vous, car ce budget, c'est le vôtre. Et le vote du budget, c'est un moment clé de la vie publique. C'est l'expression et la traduction de la feuille de route que nous nous donnons collectivement pour notre mairie de secteur pour un an, et cela au service de l'intérêt général. Ce budget 2023, j'en suis fier. Et je tiens à remercier tous ceux qui auront contribué à l'élaborer pour que nos projets, nos ambitions prennent vie l'année prochaine.
Alors bien sûr, je remercie tous les adjoints de la mairie de secteur qui y ont participé, et en particulier M. Jean-Marc Bonafou, bien évidemment, au titre de sa délégation à l'administration et aux finances, mais également Juliette Masson, deuxième adjointe et présidente du groupe majoritaire, Gwenaël Richerol, mon directeur de cabinet, ainsi qu'Astère Égou, notre DGS, et bien évidemment tous les services qui ont travaillé depuis cet été pour permettre de renforcer le service public et notre action publique. Ce budget, j'en suis fier parce qu'en 2023, et conformément à nos engagements, nos priorités seront réaffirmées et elles seront un service public accueillant, efficace et apporteur de solutions, un service public solidaire, un service public transparent et démocratique, un service public en transition écologique, un service public pour toutes et tous qui favorise le lien social. La première caractéristique de ce budget est d'avoir été élaboré en complète transversalité avec l'ensemble de l'équipe municipale que j'ai réunie en séminaire de travail au mois de juillet. Ensemble, nous avons posé des ambitions d'action publique qui vont vous être détaillées par M. Bonafou et avec un seul fil rouge, développer, améliorer, renforcer le service public de la mairie de secteur. Cela consiste à apporter des solutions à tous les publics du secteur dans le cadre, bien évidemment, de nos compétences. Et c'est la force de ce budget. Car au-delà des projets mis en œuvre en 2021-2022 qui sont confortés et s'inscrivent maintenant dans le temps, ce budget propose de nouvelles actions. Il consolide notre action publique et la rend plus cohérente. Il permet de dégager de nouvelles marges de manœuvre pour agir encore plus et encore plus efficacement. Et surtout, il est fidèle à nos ambitions et il s'inscrit dans les 3 piliers de notre programme: Marseille plus juste, Marseille plus écologique, Marseille plus démocratique. C'est un budget d'action pour aller encore plus loin en 2023. Et je laisse maintenant la parole à M. Bonafou, premier adjoint en charge de l'état civil, des finances et de l'administration, qui va vous détailler les principales caractéristiques de ce budget. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, comme chaque année, je prends la parole sur le budget du prochain exercice. Mais cette année, plus qu'une préparation de budget, c'est un large processus de définition de nos ambitions d'action publique que nous avons fait. Monsieur le maire l'a souligné, ce processus collaboratif a commencé très tôt, avant même le mois de juillet, en mai dernier, et la présentation qui suit est le fruit de ce travail d'équipe. La première mission de notre mairie est de préserver un service public de qualité dans un contexte de crises multiples qui ont forcément un impact important sur nos finances, tout autant que sur la continuité de service qu'attendent avant tout les citoyennes et les citoyens. La réglementation a fixé un cadre précis pour exercer cette mission et nous en verrons plus loin les contours. Au premier rang de ces crises, cette année, c'est évidemment l'inflation, dont il est difficile de prévoir le niveau et l'évolution, qui a supposé une construction vigilante de ce budget. Cela donnera lieu à un pilotage précis, régulier, tout au long de l'année, en collaboration étroite avec la mairie centrale pour l'exécution budgétaire et les éventuels ajustements. Avant d'aborder le budget en détail, il me faut rappeler que c'est la loi PLM du 31 décembre 1982 et son décret d'application du 1er avril 1983 qui établit nos compétences en mairie de secteur. Vous pouvez prendre connaissance de ces compétences sur la diapositive affichée. Votre mairie de secteur gère 80 équipements de proximité situés dans les 6e et 8e arrondissements et principalement destinés aux habitants du secteur. Pour tous ceux que vous voyez à l'écran, la mairie de secteur en assure la gestion et une partie de l'entretien. Par souci de cohérence et de lisibilité, le budget est structuré à périmètre constant autour des grandes masses qui vous avaient été présentées en 2021. Au-delà du budget, qui doit répondre aux principes de comptabilité publique que vous pouvez voir en haut de l'écran, 3 grands moments administratifs nous permettront de traduire nos intentions en actions. Le renouvellement des marchés publics, leur enveloppe et le choix de nos critères d'attribution, les projets de services qui vont être poursuivis en mairie de secteur, les réunions de programmation de travaux avec nos partenaires, dont bien entendu la mairie centrale.
Je tiens à rappeler qu'au-delà de la limite budgétaire, notre action ne peut s'envisager sans tenir compte des limites en termes de moyens humains et matériels, mais aussi désormais du défi climatique et de la limitation nécessaire de notre impact carbone. À ce sujet, il est prévu de présenter dans un prochain conseil d'arrondissement un point d'étape de la démarche d'instauration de la comptabilité carbone qui vous avait été annoncée ici même. Pour assurer l'exercice de nos compétences, la mairie centrale alloue à la mairie de secteur 1 787 398 € pour le fonctionnement. C'est le budget essentiel de notre mairie pour son quotidien. Cette dotation est en hausse de plus de 100 000 € par rapport à 2022, comme je l'ai expliqué au dernier conseil, en raison d'une évolution du calcul de la dotation d'animation locale. La mairie centrale alloue en outre 250 462 € en investissement pour la valorisation du patrimoine décentralisé, les dépenses à caractère durable, dont une partie est cofinancée par la mairie centrale dans le cadre des réunions de programmation. Nous allons maintenant aborder plus en détail la répartition de ces deux enveloppes en examinant les grands pôles budgétaires. Nous débutons cet examen par le pôle administration générale, doté de 286 700 €. Il est le budget de fonctionnement quotidien des services. Il sert à l'achat de fournitures d'entretien, de fournitures administratives et d'état civil. Il sert à louer des copieurs, à acheter du petit équipement, à payer les fluides, à faire les entretiens et réparations nécessaires, notamment, par exemple, sur les véhicules de service. Dès 2021, nous avons souhaité que ce pôle budgétaire soit exemplaire en termes de frugalité et de bonne gestion des deniers publics, malgré la crise sanitaire, et ce, pour dégager des marges de manœuvre financières sur les autres secteurs. Il nous faut systématiquement privilégier les comportements vertueux et économes. Cette année, Monsieur le maire l'a rappelé, la priorité, c'est aussi de former nos agents pour améliorer l'accueil, l'orientation et l'apport de solutions à toutes les catégories d'administrés. Par ailleurs, toujours dans l'optique d'améliorer l'accueil des usagers, nous réviserons l'ensemble de la signalétique mairie en 2023. Lorsqu'on fait et qu'on sait faire, il est capital de faire savoir. L'effort sera maintenu sur l'information aux usagers et les concertations tout au long de l'année. Ce budget de 123 960 € nous permettra de renforcer les outils que sont le site Internet, l'animation des réseaux sociaux, la newsletter de la mairie, qui sont de plus en plus appréciés par les habitants. Nous continuerons évidemment de retransmettre en direct les conseils d'arrondissement. Et la vraie nouveauté, expérimentée en 2022, sera la généralisation des concertations tout au long de l'année, par thématique et par quartier, via les laboratoires citoyens. Vous le savez, notre priorité est l'éducation et la place de l'enfant. Cette année, nous avons permis l'augmentation des capacités d'accueil dans les centres aérés, dans le quartier Vauban par exemple, mais aussi dans d'autres quartiers, avec notamment l'augmentation du nombre de centres ouverts au mois d'août. En 2023, nos priorités seront la vigilance constante sur la qualité des repas servis dans nos centres aérés et la diversification des activités pour nos enfants, comme des ateliers éducatifs dans les centres et l'augmentation du nombre d'activités, comme des cours de sport gratuits à destination des enfants et des jeunes durant les vacances, ou encore comme des activités pour les adolescents, notamment sportives et culturelles. Notre mairie de secteur aura également son conseil des enfants, comme ce sera le cas dans toute la ville. Et nous tenons par ailleurs, dès 2023, à améliorer l'accueil des enfants dans les locaux de la mairie avec des espaces dédiés pour permettre à leurs parents de venir faire leurs démarches administratives. Passons maintenant au pôle art, culture et événements, doté de 300 430 €. Au programme pour 2023, une saison culturelle toujours aussi riche, avec musique à bagatelle, au Ma Parole, les rencontres vocales, culture au jardin, mais aussi de nombreux événements dans les quartiers et en mairie, sur des thématiques différentes tout au long de l'année, comme par exemple le Noël festif et solidaire dans les 6e et 8e arrondissements, ou le festival de printemps autour de la transformation de l'espace public et de la végétalisation,
comme également des événements liés à la solidarité et à la vie associative, tels que les Portes ouvertes, Octobre Rose, le Téléthon, la Journée mondiale contre le sida. On peut également citer les forums pour l'emploi. Également, tout au long de l'année, un cycle féministe. En 2023, notre programme de renforcement des centres d'animation et activités associatives, grâce notamment à des appels à manifestation d'intérêt continus dans nos 12 centres auprès de centaines d'usagères et d'usagers. L'offre continuera de se diversifier et de s'ouvrir à un plus grand nombre d'associations. En 2023, comme en 2022, nous assurerons la pérennité du programme d'accès au sport pour toutes et tous, tout comme les cycles d'éducation populaire et de sensibilisation aux problématiques de santé ou encore les activités pour nos seniors. Surtout, nous maintiendrons notre nouvelle offre de services publics dans nos centres d'animation via des permanences d'accueil et d'orientation qui ont pour but d'apporter une aide aux administrés pour leurs démarches administratives et de favoriser l'accès aux droits et à l'accueil social de proximité. Passons maintenant au plus gros poste budgétaire de notre budget. L'entretien de nos équipements est une mission importante et nous avons déjà consenti de nombreux efforts au cours des exercices précédents pour les remettre à niveau. En 2023, après une concertation citoyenne fructueuse et populaire, nous entrons dans une phase opérationnelle de renaturation et de réaménagement de 5 de nos jardins, Corinthe, Valbel, le Réservoir, Rouet et Bonneveine, sans oublier l'importante réhabilitation du parc des Sœurs franciscaines portée en étroite collaboration avec la mairie centrale. Notre enjeu est aussi de transformer l'espace public et pour cela, nous allons soutenir le programme visant à le végétaliser dans le cadre des visas verts qui seront amenés à évoluer. Bien entendu, nous poursuivrons nos efforts pour le développement du réseau des composteurs collectifs. Nos équipements sportifs et nos centres d'animation sont également au cœur de notre attention avec une amélioration constante de l'accueil des publics, une amélioration également dans le cadre de la sobriété énergétique ou encore dans les travaux d'accessibilité nécessaires pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, les éléments fondamentaux du vivre ensemble que constituent les places des 6e et 8e arrondissements feront l'objet d'une attention toute particulière pour les rendre agréables, apaisées mais vivantes, dans le cadre de concertations citoyennes, comme c'est actuellement le cas pour la place Notre-Dame-du-Mont ou la place Bonnefond. Nous allons maintenant passer à la synthèse du budget de fonctionnement. Le schéma qui vous est présenté ici indique l'évolution de la répartition de l'enveloppe budgétaire en 2023. Pour vous permettre de comparer, les pourcentages indiqués en grisé représentent la répartition qui vous avait été proposée en 2022. Vous pouvez constater que les différences sont minimes. En effet, les efforts portent essentiellement sur les dotations pour les centres aérés et les équipements transférés. Ces efforts sont compensés par une maîtrise du budget pour l'administration et les centres d'animation. À noter que ces derniers, les centres d'animation, bénéficient déjà, et à budget constant, d'une offre associative en augmentation grâce au succès d'un appel à manifestation d'intérêt ouvert à toutes les associations. Cet appel sera renouvelé et les modalités sont en ligne sur notre site Internet que je vous invite à consulter régulièrement. Enfin, le budget d'investissement, doté de 250 462 €, le diagramme que vous avez à l'écran souligne l'effort que nous souhaitons consacrer à nos espaces verts, dans le domaine de l'investissement, c'est-à-dire dans le domaine du durable. Les autres équipements ont fait l'objet de nombreux travaux au cours des exercices précédents, ce qui permet de leur affecter moins de budget, d'autant que, vous le savez, la mairie de secteur rend la gestion du stade Montredon à la mairie centrale, mais récupère celle de la maisonnette solidaire du Corbusier avec son espace vert. Mesdames et messieurs, vous aurez certainement noté que je n'ai cité aucun des collègues porteurs des nombreux projets que je viens de vous présenter. La raison en est simple. J'ai précisé en début d'intervention, et Monsieur le maire également, que notre construction budgétaire résultait d'un travail collectif initié très tôt. Chaque élu a participé à la conception de nombreux projets, tous conçus en transversalité et en co-construction,
autour de grands thèmes d'action publique, comme rappelé sur cette diapositive. Cette répartition budgétaire reflète fidèlement notre volonté d'action au service des citoyennes et citoyens du 6-8. Je vous remercie. Monsieur Bonafou, je vous remercie de cette magnifique présentation et je renouvelle mes remerciements à tous les élus qui ont contribué, collaboré pour faire de ce budget ce que nous souhaitions en faire, c'est-à-dire un budget collectif, participatif, ouvert sur l'avenir. Je vais demander à la salle s'il y a des interventions souhaitées. Monsieur Méry. Monsieur le maire, ça marche ? Oui. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur Bonafou, j'aurais deux questions, deux réactions par rapport à ce que vous avez dit. La première concernant l'amélioration des places dans les 6 et 8e arrondissements. Je voulais savoir, c'est une compétence de la métropole, me semble-t-il, la voirie, et comment la mairie d'arrondissement peut-elle intervenir sur les améliorations des places et de la voirie ? Merci pour cette question. C'est effectivement une compétence de la métropole, laquelle métropole est censée répondre aux besoins des collectivités qui la composent. Jusque-là, pour que le besoin soit exprimé, nous avons choisi de consulter les habitants. Donc nous avons organisé ces tables rondes de manière à ce que les habitants puissent dire ce qu'ils veulent que leur place devienne, et le résultat de ce travail sera transmis à la métropole. Donc les habitations ont la maîtrise d'usage. J'ai pas compris. Les habitants ont la maîtrise d'usage et expliquent à la métropole quel usage ils voudraient avoir de la place qui constitue leur cœur de quartier, c'est ça. Et la métropole reste la maîtrise d'ouvrage, tenue par des budgets, un certain nombre de choses. Donc ça risque de mettre la métropole dans une situation un peu délicate. Je vous entends très mal. Je sais pas je si suis désolé. le micro là, vous m'entendez mieux ? Je disais, donc les habitants ont la maîtrise d'usage, c'est-à-dire quel est l'usage qu'on va faire de la place qui est leur cœur de quartier. Et l'autre question, c'est que la métropole a la maîtrise d'ouvrage, donc celle notamment de diligenter les travaux, de les coordonner et de vérifier qu'ils sont conformes à ce qui avait été décidé et conformes à un budget de la métropole qui est plus global. Donc c'est là où ça peut être un peu difficile, parce que si on dit à la population de se concerter pour demander comment on devrait réimaginer telle place, ça n'en fait pas néanmoins un donneur d'ordre sur la manière dont la métropole mettra en œuvre les travaux. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je ne pense pas avoir utilisé le terme de donneur d'ordre. Non, mais disons qu'une concertation, ça fait rêver les gens en disant, parce qu'il y a bien des places à refaire dans le 6-8, je vous le concède. Mais la question, c'est de savoir, une fois qu'on a fait la concertation, ça risque d'aboutir à de la frustration, parce que... Je pense que la métropole nous saura gré du fait que nous avons mené la concertation avec les usagers de ces places, de manière à ce que le projet qui sera porté par la métropole coïncide le mieux possible avec les besoins des usagers. D'accord. Donc c'est à titre de consultation. Monsieur Méry, on ne va peut-être pas faire un grand débat. Non, mais c'était pour savoir. Si vous pouviez poser votre question. Je pose ma deuxième question. Voilà. La deuxième question concernant les parcs et jardins, puisque ça, c'est les populations qui vont faire remonter ça. Certes, dans la nature, il y a des végétaux, mais il y a aussi des animaux. Et un certain nombre de nos concitoyens et habitants de quartier ont des chiens, et s'inquiètent de voir que la plupart des parcs et jardins du 6 et 8e arrondissement sont interdits aux canins. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est prévu que certains parcs puissent être tout de même encore, permettre à nos animaux domestiques préférés de pouvoir s'ébattre ensemble dans un jardin. Voilà ma question. Monsieur Méry, c'est quoi la question ? C'est celle-là, c'est de savoir est-ce qu'il y aura encore des parcs et jardins autorisés pour les chiens. Il me semble que ça ne date pas d'il y a 2 ans, c'est bien plus ancien que ça, mais effectivement, Mme Meillac pourra certainement mieux répondre que moi. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre question. Anne, si tu attends le micro. Merci, ce sont des questions bien légitimes et en vérité elles sont liées, c'est-à-dire que typiquement c'est grâce à l'expérience d'une concertation qui a été en fait un cycle de concertation qui a duré 1 an déjà et qui n'est pas tout à fait terminé, par exemple au Jardin de Corinthe dans le 6e arrondissement,
qu'on est parti d'une situation de chaos complet où en fait on recevait beaucoup de courriers d'habitants qui ne pouvaient plus se supporter les uns les autres, les propriétaires de chiens ayant des griefs et les habitants n'ayant pas de chiens mais souffrant des bruits de chiens dans le parc ayant d'autres griefs. Et donc toute cette concertation a permis d'arriver à une situation où le parc, il était interdit aux chiens à la base, mais très fréquenté par les chiens parce que pas contrôlé. Ce que les habitants ont choisi, c'est une solution raisonnable qui consiste à dédier une partie de ce jardin aux chiens dans un parc canin fermé. Et donc c'est la solution qui va être mise en œuvre à présent dans un chantier qui démarre a priori là d'ici un mois ou deux. Ça ne sera pas forcément la solution qu'on retiendra pour tous les parcs et jardins de proximité, parce que vous et moi savons qu'on manque de jardins pour les humains à Marseille. On est très très en dessous, notamment dans le 6e arrondissement, de ceux dont les Marseillaises et les Marseillais ont besoin pour bien vivre, en fait, pour avoir de la fraîcheur l'été, etc. Donc on va d'abord réserver les jardins aux humains, et on va faire tout ce qu'on peut pour que les chiens aient aussi un espace pour se promener dans de bonnes conditions. Madame Meillac, je vous remercie. D'autres interventions? Non? Non? Monsieur Méry, je voulais vous dire, par rapport à votre première question, vous parliez de la capacité des habitants à avoir des solutions et des propositions. Ce que vient de vous dire Madame Meillac concernant le travail qui avait pu être fait sur la présence ou non des chiens dans un jardin public, c'est un petit peu le travail qu'on souhaite faire sur l'aménagement de l'espace public. Bien évidemment, la compétence d'aménagement et la compétence de réalisation des travaux, elle est à la métropole. Donc on ne va pas revenir là-dessus. En revanche, prendre en compte la place des habitants et savoir comment ils veulent vivre leur espace, ça me semble, et ça semble à l'ensemble de cette équipe, indispensable pour avoir des aménagements qui soient appropriés, que les habitants arrivent à s'approprier. Et ce qu'on a fait de manière exemplaire sur tous les jardins publics qu'on a choisi de renaturer, que ce soit Corinthe, que ce soit Valbel, que ce soit le jardin du réservoir, c'est la manière dont on espère, dont on souhaite transformer la ville durablement. Si les habitants se l'approprient, on aura beaucoup moins de problèmes dans l'espace public. Je vous remercie. Et donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Le rapport numéro 2 ne sera pas examiné maintenant, mais sera examiné en fin de conseil d'arrondissement. Et maintenant, nous allons donc passer la parole à Madame Masson pour un rapport qui concerne les petites Marseillaises et les petits Marseillais. Et il n'y a pas que des enfants dans notre secteur, il y a aussi des plus grands. Bonsoir, mesdames et messieurs, monsieur le maire, les habitants et les habitantes qui nous regardent en présentiel et à la télé. Ce soir, les jeunes sont à l'honneur dans ce rapport proposé par monsieur Eddy Ramdan, adjoint au maire en charge de la jeunesse. C'est un rapport, il s'agit de soutenir les associations qui portent des initiatives en faveur des jeunes ou qui sont dirigées par des jeunes. Ce n'est pas anodin. Dans une ville où 31,3% de la population est âgée de moins de 25 ans, ce sont les chiffres de l'INSEE de la CAF de 2021, à titre d'exemple, à Lyon, cette marge de la population ne concerne que 22,9%. Marseille est donc une ville jeune. Et dans la perspective d'améliorer la lisibilité de ce soutien et son adaptation au profil varié des porteurs de projets de ces associations, de ces jeunes, la ville de Marseille a décidé de consacrer pour la première fois un budget de 63 050 € pour soutenir les associations. Ce budget a été voté lors du conseil municipal du 30 septembre dernier et ce soir, il s'agit de voter une délibération concernant des associations qui n'avaient pas été retenues lors de la première répartition. Ces associations portent des projets qui sont conformes aux critères suivants. Donc une attention particulière a été portée sur les critères de coopération entre plusieurs associations, d'égalité territoriale, de participation citoyenne et de pouvoir d'agir, d'égalité des droits, égalité femmes-hommes, lutte contre les stéréotypes de genre, lutte contre les discriminations, transition écologique et réduction de l'empreinte environnementale.
Dans notre secteur, cette délibération concerne une association, l'association Gréco. Donc cette association, c'est une association de loi 1901 qui est fondée à Marseille en 1967 et qui se définit comme le fédérateur des anciens diplômés des grandes écoles nationales qui résident en Provence. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Y a-t-il des interventions? Non. Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et nous allons maintenant passer au rapport numéro 4, présenté par M. Jouve, adjoint aux arts et aux cultures. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, alors je vais commencer par un petit retour, une fois n'est pas coutume, sur nos actions et nos événements culturels. Vous m'entendez mieux là? Oui. Voilà, donc on a organisé, toujours dans l'idée de la diversité culturelle, remue-ménage à Bagatelle le 8 octobre, dans le cadre de la Fête de la Science. Voilà, donc c'était un événement extrêmement festif qui a eu beaucoup de succès avec environ 120 personnes qui sont montées sur les grands platanes qui sont juste devant avec l'association Rabolatoire pour visiter la canopée et prendre conscience de la biodiversité dans les arbres. Donc c'était très ludique et je pense qu'on recommencera cette expérience. On a eu aussi de nombreux jeunes, des scouts aussi, que vous pouvez voir sur l'image, qui sont venus à la calanque mobile du Parc national des Calanques découvrir la biodiversité des calanques marines et terrestres, et des scientifiques qui sont venus, qui ont eu le plaisir, que nous avons eu le plaisir surtout d'accueillir en partenariat avec le labo aux UPTAS, sur différents échanges débats, migration humaine et biodiversité et réchauffement climatique notamment, et la grotte Cosquer et la montée des eaux. Voilà, donc ça c'était remue-ménage à Bagatelle. Je vais parler rapidement donc dans la deuxième slide d'un événement qui va arriver, de Rock Solidaire. Donc là, on est toujours dans la culture, mais on associe culture, solidarité et éducation populaire. Donc là, je parle au nom de Lourdes Mounien, qui est ici présent, mais qui n'a pas de rapport, donc je parle en son nom. Donc c'est lui qui a été à l'initiative de cette action, cette très belle action, et il s'est investi corps et âme pour que ça ait lieu. Voilà, donc ça c'est dans le cadre du Festival des Solidarités, qui est un événement national, qui a lieu du 18 novembre au 4 décembre. Donc là, nous aurons le plaisir sur le cours Julien et Notre-Dame-du-Mont d'avoir de nombreuses animations le 19 novembre. Donc il y aura notamment un village associatif d'associations solidaires que vous pourrez découvrir. Il y aura des ateliers aussi toute l'après-midi et le soir pour les enfants et pas que. Il y aura des visites de patrimoine, notamment l'église de Notre-Dame-du-Mont, et des spectacles, des concerts de rock toute l'après-midi et le soir dans différents lieux de Notre-Dame-du-Mont et du cours Julien grâce à nos nombreux partenaires. Voilà, donc venez nombreux le 19 novembre pour Rock Solidaire. Voilà, maintenant je vais passer au rapport. Donc, le premier rapport est un rapport de subvention d'investissement. Donc, c'est un rapport proposé par Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille, délégué aux arts et aux cultures pour toutes et tous. Donc là, dans le pilier démocratie culturelle, je vous avais déjà expliqué précédemment que nous structurons les subventions en différents piliers. Donc celui-là, dans le thème musique. Musique en marge, dans le 8e arrondissement, est une association extrêmement intéressante en termes d'approche. Donc c'est Comac, c'est un panier artistique, un peu comme le principe des paniers de légumes et de fruits. On s'abonne et tous les mois, on a le droit à un spectacle en circuit court, c'est-à-dire avec des artistes et des compagnies marseillaises. Donc voilà, donc là c'est vers la place Engalière que ça se passe en général. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Des interventions? Bon, nous allons donc passer au rapport. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 5, Monsieur Jouve, toujours. Rapport numéro 5. Donc il s'agit de l'approbation d'une 5e répartition aux associations, aux organismes culturels au titre des subventions 2022. Toujours proposé par Jean-Marc Coppola, adjoint aux Arts de Marseille, délégué à la culture. Donc dans le pilier numéro 2 sur la démocratie culturelle et dans le volet éducation artistique et médiation, donc nous avons le Théâtre de la Cité dans le 6e arrondissement pour 20 000 €.
dans le pilier numéro 3, qui est éducation artistique et culturelle, qui nous tient aussi extrêmement à cœur à Marseille. On parlait tout à l'heure de la place de l'enfant. Pour nous, c'est un axe extrêmement important d'éveiller toutes les jeunes Marseillaises et Marseillais aux pratiques artistiques et culturelles. Donc, dans la catégorie, dans la famille art visuel, nous avons Diem Perdidi, donc, qui gère la galerie Le Tableau dans le 6e arrondissement depuis des dizaines d'années, avec Bernard Place, extrêmement connu dans ce milieu, qui a permis à de nombreux talents d'émerger à Marseille, avec un vernissage tous les 15 jours. Je vous invite à y aller pour découvrir des artistes de talent, en général marseillais. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Des interventions? Non, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 7. Et c'est Monsieur Ménétrier, 6, pardon, excusez-moi. Voilà, un dernier, rapidement. Un dernier, excusez-moi, Monsieur Joux. Donc, toujours l'approbation de subventions d'aide à la création en 2022, proposée toujours par Jean-Marc Coppola. Nous avons dans notre secteur des associations aussi, voilà. Alors, notamment l'association Cétacé, dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, qui est une émanation du cinéma La Baleine, et qui fait de l'éducation artistique au cinéma, une démarche extrêmement intéressante. Et dans le pilier numéro 4, qui est le soutien à la structuration de l'écosystème culturel et à la créativité, nous avons en musique le Jam, que vous connaissiez peut-être, qui était un club de jazz extrêmement dynamique, avec une programmation très très riche depuis des années, malheureusement qui a fermé, et qui maintenant développe une action qui s'appelle Jam hors les murs, avec environ 35 spectacles qui ont quand même eu lieu ces dernières années. Et nous soutenons pour la deuxième fois cette année, avec un complément de subvention, le Jam. Voilà, donc là, c'est leur prochain spectacle qui aura lieu le 4 novembre. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je vous remercie, Monsieur Jouve. Une intervention? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté et ce coup-ci, on passe bien à Monsieur Ménétrier pour le rapport numéro 7. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vais vous présenter un rapport qui est proposé conjointement par Madame la conseillère déléguée à la prévention des conduites à risque chez les jeunes et à la médiation sociale et de Monsieur l'adjoint en charge de la tranquillité publique, de la prévention du bataillon de pompiers et de la sécurité, qui soumettent donc tous les deux au conseil municipal un rapport visant à subventionner un certain nombre d'actions en ce qui concerne la prévention. C'est pour un montant total de 53 200 €. En ce qui concerne notre secteur, le 6-8, nous sommes donc concernés à 2 titres. Pour l'association Terre Ludique, qui se propose donc de financer plusieurs animations avec des stages de création de jeux dans l'espace public pour les jeunes, donc pour un montant total de 118 950 €, pour laquelle la mairie de Marseille se propose de financer 12 000 €, donc pour des animations et création de jeux dans l'espace public. Ça, c'est pour la première association, donc dans le 6-8. Et la deuxième association, qui n'est pas dans le 6-8, mais qui nous concerne, parce qu'elle concerne l'ensemble des secteurs, il s'agit des cadets, de la maison des cadets du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui, depuis 2011, voit sélectionner 50 jeunes issus de quartiers défavorisés, de façon à leur permettre de suivre une formation pendant 1 an, qui est doublement axée, d'un côté sur la découverte de la vie, je dirais, citoyenne, et de l'autre côté sur le métier de pompier, enfin de marin-pompier en l'occurrence à Marseille, avec les différentes interventions. Donc là, nous proposons, enfin la ville de Marseille se propose de financer ça à hauteur de 12 000 €. De 8 000 €, pardon, excusez-moi. C'est un rapport qui, bien sûr, a reçu l'avis favorable de la commission. Merci, Monsieur Bonafous. Merci, Monsieur Ménétrier.
Y a-t-il une intervention sur ce rapport? Je n'en vois pas. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 7 est adopté. Monsieur Ménétrier, je vous remercie. Et nous allons passer à un rapport présenté par Madame Amsalem qui fait avec Monsieur Vincent un duo à Vauban et qui va nous parler de sport santé. Donc la délégation de Monsieur Vincent et la délégation de Madame Amsalem. Le duo se poursuit. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, sur proposition de Madame Michèle Rubirola, adjointe en charge de la santé publique, de la promotion de la santé, nous soumettons au conseil municipal le rapport suivant. Il s'agit d'attribuer des subventions aux associations développant des projets de santé publique. C'est la 3e répartition. Dans notre secteur, les subventions sont attribuées à l'ASPTT pour l'action Sport sur ordonnance à hauteur de 2 000 € et Marseille Diabète pour son action qui promeut l'activité physique adaptée comme facteur de prévention, de traitement et d'insertion dans un parcours médico-sportif pour les publics avec des pathologies chroniques ou très sédentaires et éloignés de la pratique sportive à hauteur de 2 000 €. Ce rapport a reçu une approbation de la Commission. Des interventions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce rapport numéro 8 est adopté. Merci. Et donc, c'est à Monsieur Vincent, le binôme, donc, qui va nous parler de sport cette fois-ci, mais qui va nous parler de sport et de mémoire, courir pour se souvenir. Quand je disais que notre mairie essayait de travailler en transversalité en mairie de secteur, c'est également le cas en mairie centrale. Tout à fait. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais revenir sur l'annonce qui a été faite lors du rapport sur le budget de notre mairie et parler de l'évolution de Sportez-vous bien. Alors, Sportez-vous bien est un service qu'on rend aux Marseillais avec 15 ateliers par semaine dans tout le secteur de la mairie 6-8, où il y a un large choix d'initiations offerts gratuitement. À noter que ces ateliers sont faits en grande partie par les agents qui font un travail admirable. Et fort de cette réussite, et avec l'ambition toujours renouvelée d'une politique sportive qui joue un rôle structurant au niveau du développement de l'organisation de cette pratique, la mairie va mettre en place à destination des plus jeunes du Sportez-vous bien pendant les vacances. Et j'en suis très content. Voilà. J'aimerais aussi parler, alors ça c'est autre chose, j'aimerais aussi parler de Courir Ensemble. Courir Ensemble qui a été, on a eu déjà 2 éditions dans la mairie 6-8, et voici que la première édition de la mairie 1-7 se fait. Elle va être, alors ils ont de la chance parce que eux, ils peuvent la faire sur la plus belle corniche du monde. Donc lors de la journée où il y a pas de voiture, eh bien, il y aura des coureurs. Et donc je vous invite à tous participer à Courir Ensemble le 20 novembre où il y aura 3 courses qui peuvent se pratiquer en équipe et avec, à partir de 11 ans, ouvert à toutes et à tous, gratuitement évidemment, une course de 8 km, une de 4 et une pour les plus jeunes un peu plus courte. Voilà. Alors, je vous propose de passer maintenant au rapport. Alors, le rapport numéro 9, la direction des sports de la ville, porté par M. Gibriel. Ce rapport propose l'attribution de subventions pour la 4e répartition de 2022 aux associations sportives. Pour le 4e secteur est concernée la subvention de 3 000 €, notamment c'est la course dont parlait M. le maire, Courir pour la mémoire, qui est une course qui véhicule un message d'espoir et de paix. Voilà. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, Monsieur Vincent. Une intervention? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 10 le rapport numéro 9 est adopté et la parole est toujours à vous, Monsieur Vincent, pour le rapport numéro 10. Le rapport numéro 10. Alors, la ville de Marseille et son adjoint au nautisme, Monsieur Manchon, vous proposent de voter une attribution de subvention d'investissement pour le pôle espoir de canoë-kayak. L'engagement de la ville de Marseille est de permettre d'amener nos sportifs qui évoluent chaque jour dans la baie de Marseille à la haute performance. Ces kayakistes, qui ont obtenu d'excellents résultats au championnat de France, d'ailleurs suivis par 3 sélections en équipe de France, suivent un cursus de sport-études au sein de collèges et de lycées marseillais.
Donner aux athlètes les moyens de performer et avoir un parcours scolaire solide est une priorité pour la politique sportive de la ville de Marseille. L'objectif de ce programme d'investissement est d'acheter des kayaks, donc 2 kayaks K4 et 4 kayaks K1, avec les pagaies qui vont avec, et une rampe de départ, afin de poursuivre le développement de cette pratique pour les JO de 24 et que nous ayons une chance de médaille olympique obtenue par un jeune Marseillais. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Je peux vous poser une question, monsieur Vincent? Non. Bien sûr. Je me suis renseigné sur le kayak extrême, parce que j'ai vu ici, que... on n'en fait pas trop. Mais... Ici, on n'en fait pas trop, mais c'est un sport très intéressant, une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques, qui consiste à faire du slalom parallèle en kayak. Ah, je n'étais pas au courant. Et donc, comme le ski, ça me semble très intéressant, et donc développer le kayak pour cela. Okay. Voilà. Donc, d'autres interventions? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté, et nous passons avec 3 rapports qui sont issus d'un additif qui nous est arrivé en début de semaine, ou en fin de semaine dernière, qui concerne les Jeux Olympiques. Et c'est monsieur Vincent qui les présente, Tout à fait. 19, Alors, 20 et 21. C'est ça. Alors, c'est un additif porté par la Direction générale des services de la ville de Marseille. Le rapport 19, alors dans un contexte d'inflation et comme cela se passe dans la plupart des collectivités, à l'heure actuelle, le rapport 19 concerne l'augmentation des autorisations de programmes, des opérations de travaux terrestres et maritimes pour la base nautique du Rocas Blanc qui accueillera les JO. Et dans le même esprit, le rapport numéro 20 est toujours dans la même exigence vis-à-vis de l'État. Il s'agit de l'approbation des avenants à la convention d'objectifs et à la participation au financement des ouvrages olympiques entre la ville de Marseille, la Solidéo et Paris 24. En effet, au regard des surcoûts engendrés par une hausse inégalée depuis plusieurs décennies des prix, des matériaux et des fluides, la ville de Marseille appelle l'ensemble de ses partenaires institutionnels à compenser financièrement le coût de l'inflation, et ceci dans le but de répondre aux enjeux d'héritage, de clauses environnementales et des financements pérennes pour la ville. Pour le rapport 21, c'est une approbation de la convention de gestion des dépenses d'interface et d'intérêt commun. La convention proposée a pour objectif de cadrer et de mettre en place les processus et instances permettant la validation des sujets d'interface entre les opérations et dépenses interchantiers. C'est la création, en fait, c'est quoi? C'est la création d'un outil d'interface entre les maîtrises d'ouvrage, afin de s'inscrire dans les objectifs ambitieux, communs en termes de planning, de qualité et de coût. Ceci afin de simplifier et d'accélérer encore la résolution des travaux et d'en partager finement la prise en charge financière entre la ville et la métropole. C'est tout. A-t-il reçu un avis favorable? Eh bien, c'est un additif, donc... on ne l'a pas fait passer, excusez-moi. Pas d'avis favorable. Donc, pour le rapport 19, à défaut d'un avis favorable de la Commission, peut-on avoir un vote pour ce rapport 19? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport 19 est adopté. Rapport 20, même punition, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc, pas d'avis de la Commission. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport 20 est adopté. Rapport 21, qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Et nous vous remercions. Et nous passons maintenant... au rapport 11, présenté par Madame Danielle Casanova-Gavino. C'est à vous, Madame Casanova-Gavino. Donc, dans ce rapport qui est donc proposé par Madame Sophie Guérard, il s'agit de l'attribution financière apportée aux structures d'accueil du jeune enfant. Il est d'abord... je vous informe qu'il est à noter que dans le budget 2022, une augmentation de 170 000 € a permis la création de 136 places supplémentaires, et j'en suis ravie. De plus, une contribution financière
de 85 centimes d'euros par heure d'accueil a été approuvé pour les premiers trimestres de l'année, et en cas de disponibilité financière, un versement donc complémentaire sera attribué durant le trimestre suivant en fonction donc des projets. En décembre 2021 a été approuvé le premier acompte de 1 762 404 €. Il est proposé aujourd'hui d'approuver le versement d'un solde de subvention pour l'année 2022, donc pour les associations suivantes. Je vous demande de prendre donc, connaissance de ces attributions qui figurent sur le slide. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je tiens à noter que Madame Juliette Masson, directrice d'une des crèches subventionnées, ne prendra pas part au vote sur cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 11 est adopté. Et nous passons au rapport. Et nous passons sans tarder au rapport numéro 12 présenté par Madame Abour. Madame Abour, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Chers collègues, monsieur le maire, chers concitoyens qui êtes présents ici ou qui êtes devant votre écran. Ce rapport est proposé par Madame l'adjointe en charge de l'éducation populaire, donc Madame Marie Batou. Dans le cadre d'une politique globale en faveur des enfants, la Ville de Marseille et la Caisse d'allocation familiale, en collaboration avec les administrations d'État, soutiennent financièrement des projets financés par des associations qui développent des accueils de loisirs sans hébergement. Donc, pour le dire plus simplement, des centres aérés, organisés les mercredis et pendant les vacances scolaires. Une première répartition de crédits à titre d'acompte sur le budget 2022 avait été adoptée lors du conseil municipal du 17 décembre 2021 et nous avions alors voté le rapport au conseil d'arrondissement qui précédait ce conseil municipal. Cet acompte était d'un montant total de 1 351 500 €. En 2022, le budget de soutien aux accueils de loisirs sans hébergement a été augmenté de 594 500 €. Cette augmentation s'ajoute à celle de 2021, qui était de 355 000 €. Ces efforts budgétaires consécutifs ont permis de créer 1 466 places supplémentaires dans les accueils, ce qui est un beau résultat. Ça, c'est un commentaire personnel. Aujourd'hui, une répartition des crédits d'un total de 3 655 920 € est soumise à notre approbation. Le montant proposé à chaque structure correspond soit au solde de la subvention 2022, ce qui est le cas pour les 4 structures de notre secteur, soit à une analyse de bilan d'étape, soit à une première proposition. Une convention a été signée avec chacune de ces associations. Alors, pour notre secteur, les associations concernées sont le Centre social Mer et Collines, pour lequel est proposée une subvention de 37 086 €, ce qui porte la subvention totale à 50 586 €. Le Centre socioculturel du Roi d'Espagne, qui avait touché 53 891 €, qui avait touché 27 000 €, qui va en toucher 53 891, soit un total de 80 891. Le Centre socioculturel Saint-Ginier-Milan, qui obtiendra en tout 94 100 €. Et enfin, l'association de promotion de l'ingénierie socio-éducative, située boulevard Bertrand, dans le 8e arrondissement, qui touchera en tout 107 682 €. Voilà, ça fait beaucoup de chiffres, mais enfin, vous avez une vue globale de ce que ça va donner. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Madame Abour, je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie, Madame Abour.
Le rapport numéro 13, en l'absence de M. Li Ferrero, je vais le présenter moi-même. C'est un rapport qui est proposé par Mme Tessier, ici présente, et qui concerne l'attribution de subventions pour des associations agissant en faveur des droits des femmes. Je tiens à signaler, alors les associations, c'est Mère et Colline pour un montant de 1 500 €, l'École des parents et des éducateurs des Bouches-du-Rhône, Centre de pédagogie familiale pour un montant de 1 000 € et l'Amicale du Nid pour un montant de 4 200 €. Et je tiens à souligner que le vendredi 25 novembre, ce sera la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et ces subventions s'inscrivent évidemment dans ce contexte. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 13 est adopté. Rapport numéro 14, et il y en a plusieurs qui seront présentés par Madame D'Agostino. Madame D'Agostino, vous êtes appelée à la barre. Je sais. Bonjour à toutes et tous, chères concitoyennes et concitoyens, chers collègues. Avant de présenter les rapports qui m'incombent, je voulais revenir sur ce dont a parlé M. Bonafou, c'est-à-dire les appels à manifestation d'intérêt que nous lançons donc, pour diversifier l'offre d'activités dans nos centres d'animation. Alors, depuis le début de la mandature, je m'attache à diversifier l'offre d'activités proposée dans nos 12 centres d'animation. Et dans le cadre de la délégation que m'a donnée le maire, avec le soutien, et j'insiste bien, le soutien de toute l'équipe des élus du groupe majoritaire, je veille à faire de nos centres des lieux encore plus résolument inclusifs, de solidarité, d'accès aux droits, des lieux de partage, de fête, de convivialité, des lieux qui répondent aux besoins et envies de sport et de culture. Donc, je vous l'avais déjà dit, ce sont désormais quelques 200 activités qui sont proposées dans nos centres d'animation, qui sont proposées aux habitantes et aux habitants. Depuis juin dernier, grâce au concours déterminant des agentes et des agents de la mairie du 6-8, et plus particulièrement de l'équipe du service d'animation, cette politique de diversification se fait dans le cadre d'une procédure transparente, d'un processus visant l'égalité de traitement des demandes du tissu associatif. Cette procédure s'organise autour des appels à manifestation d'intérêt. Auprès des associations. Car cette politique se déploie grâce aux associations, que nous entendons soutenir en leur proposant des lieux, des créneaux dans nos CMA, afin qu'elles puissent y déployer des activités et des projets dans les domaines du social, du sport et des cultures. Et ce sont désormais plus de 150 associations qui interviennent tout au long de l'année dans nos CMA. En cette fin d'année, nous relançons un appel à manifestation d'intérêt aux associations, cette fois-ci ciblé sur les initiatives en faveur des jeunes. Pourquoi la jeunesse? Vous l'avez rappelé, Madame Masson. Eh bien, plus de 30% de la population marseillaise est âgée de moins de 25 ans. La jeunesse, qui a été particulièrement mise à mal par la crise sanitaire et sociale que nous avons traversée et que nous continuons de traverser. La jeunesse impose un accompagnement attentif et bienveillant pour répondre à leurs besoins légitimes de protection et d'émancipation. Nous devons leur offrir la possibilité de prendre toute leur place dans la vie de la cité, en veillant à la réduction des inégalités et en les invitant à coopérer pour plus de cohésion sociale. Donc, je terminerai en invitant donc toutes les associations à aller consulter le site de la mairie du 6-8 pour prendre connaissance du règlement d'appel à manifestation d'intérêt et y déposer, le cas échéant, leur candidature. Je vous remercie. Je passe désormais au rapport 14. 14.
Donc il s'agit d'attribution de subventions à des associations d'intérêt social, troisième répartition 2022. Ce rapport nous est proposé par M. Ahmed Eddadi, adjoint en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine. Dans le cadre de sa politique sociale, la ville de Marseille entend soutenir des associations qui s'investissent dans plusieurs domaines favorisant le vivre ensemble, à l'instar notamment de projets sociosportifs en faveur des jeunes. Est ainsi soumise à votre approbation une troisième répartition des crédits de 2022 d'un montant de 74 600 €. Une association est concernée dans le 6-8 pour un montant de 15 000 €. Il s'agit du Conseil représentatif des institutions juives de France, région Marseille-Provence, dans le 6e arrondissement, pour 2 projets. Le premier projet concerne l'organisation d'un tournoi de foot rassemblant des jeunes de différentes communautés, juifs, musulmans, chrétiens, laïcs. Et l'association entend ici faire du sport un levier de lutte contre le racisme pour le respect de la diversité culturelle. Le deuxième projet concerne l'organisation d'un voyage en Israël rassemblant des personnes de différentes communautés, dont des jeunes. L'association entend ici, par l'éducation, faire du respect de la diversité un vecteur de paix. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame D'Agostino. Des interventions? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 14 est adopté. Rapport numéro 15. Donc, il s'agit d'attribution de subventions à des associations agissant en faveur des familles. Troisième répartition 2022. Le rapport nous est proposé par Madame Lisette Narducci, adjointe en charge des familles, des mémoires et des anciens combattants. Toujours dans le cadre de sa politique sociale, la ville de Marseille entend soutenir des associations qui s'investissent dans plusieurs domaines en faveur de l'aide aux familles, à l'instar notamment d'actions de médiation familiale, d'aide aux familles rencontrant des difficultés matérielles ou encore d'aide à l'acquisition de savoirs de base. C'est ainsi qu'est soumise à votre approbation une troisième répartition des crédits de 2022 pour un montant de 31 200 €. Une association est concernée dans le 6-8 pour un montant de 2 200 €. Il s'agit de l'association Éducation, Protection, Insertion sociale qui est située dans le 6e arrondissement, pour qu'elle puisse développer ses activités de médiation familiale et ses interventions dans le cadre de l'assistance éducative en milieu ouvert. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame D'Agostino. Une intervention, pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 15 est adopté. Rapport numéro 16. Donc, il s'agit d'autoriser le versement de subventions à des associations d'animation urbaine, troisième répartition 2022. Donc, le rapport nous est proposé par M. Ahmed Eddadi, adjoint en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine. Dans le cadre de sa politique sociale, la ville de Marseille entend soutenir des associations qui participent toujours au vivre ensemble, en favorisant l'interaction sociale et en s'investissant dans plusieurs domaines, à l'instar de projets socioculturels et sociosportifs, de projets intergénérationnels, de projets de valorisation et d'intégration par l'environnement. Est ainsi soumise à votre approbation une troisième répartition des crédits de 2022 d'un montant de 15 700 €. Une association est concernée dans le 6-8 pour un montant de 2 000 €. L'association des terres intérieures, dans le 6e arrondissement, donc association d'agriculture urbaine et sociale à Marseille, pour son projet de développement des animations de quartier autour de la végétalisation comestible et du jardin collectif de Frévalon. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Je vous remercie Madame D'Agostino. Une intervention, pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 16 est adopté. Rapport numéro 17, Madame D'Agostino. L'objet donc de ce rapport est d'autoriser l'attribution de subventions d'équipement à diverses associations, deuxième répartition 2022.
Ce rapport nous est proposé par M. Ahmed Edadi, adjoint en charge toujours du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine. Donc, toujours dans le cadre de sa politique sociale, la ville de Marseille soutient la réalisation de projets de travaux ou d'acquisition de matériel du tissu associatif. Et donc soumise à votre approbation une deuxième répartition des crédits de 2022 d'un montant de 67 800 €. Et pour mener à bien cette attribution, il convient de prévoir l'affectation de l'autorisation de programme Mission, Action sociale et solidarité année 2022 relative aux subventions d'équipement aux associations pour la période 2022-2024 à hauteur de 180 000 €. Dans ce cadre, une association est concernée dans le 6-8. Il s'agit de l'association Mère et Collines, Centre social et culturel, pour l'achat de matériel de sonorisation et de communication, afin que l'association puisse développer des conférences, réunions, débats et projections en faveur de ses adhérents. Et tout cela pour un montant de 2 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Je vous remercie, Madame D'Agostino. Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 17 est adopté et en l'absence de Madame Rosette Denia-Salone, c'est Madame D'Agostino qui présentera ce rapport numéro 18. Délégué à la vie associative. Donc, il s'agit d'attribution de subventions à des associations, cette fois-ci œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. Ce rapport nous est proposé par Madame Laucine Isabelle, ici présente, conseillère déléguée aux personnes en situation de handicap, l'inclusion et l'accessibilité. Dans le cadre du plan d'action Handicap, Inclusion, Accessibilité 2022-2024, la ville de Marseille entend en particulier soutenir les associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. Elle entend ainsi favoriser l'autonomie des personnes et leur mieux vivre dans la ville. Est ainsi soumise à votre approbation une deuxième répartition des crédits 2022 d'un montant de 159 700 €. Alors, 4 associations sont concernées dans le 6-8, l'association Valentin Lui, la SPTT, le collectif KO, Zimzam. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Eh bien, écoutez, merci. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 18 est adopté et nous allons... Et pour terminer, dernier rapport numéro 2, la modification du règlement intérieur du Conseil de la mairie des 6e et 8e arrondissements, qui consiste à dont les principales modifications sont le toilettage du précédent règlement intérieur et l'explicitation des droits accordés à l'opposition. Et donc, j'imagine que vous avez pu prendre connaissance de ce rapport et du règlement intérieur. Y a-t-il des interventions sur le sujet? Pas d'intervention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le règlement intérieur du Conseil de la mairie des 6e et 8e arrondissements, tel qu'il a été modifié, est adopté. Et nous avons épuisé à ce jour l'ordre du jour et nous n'avons plus d'autres rapports à examiner. Et donc, je vous remercie et je vous propose de passer... Avant que vous ne partiez, je vous rappelle, notamment pour ceux qui sont là ou qui nous regarderaient, les élus recevront une convocation, que le prochain conseil d'arrondissement est fixé au mardi 13 décembre à la même heure. Mesdames et messieurs les élus. Comment ? 14 décembre. Ah. Bon, bah alors le mardi 14 décembre.
Non? Mardi 13 décembre, donc. Mardi 13 décembre. Excusez-moi de ce... J'aurais pas dû me laisser influencer. Bonne soirée.